Eh bien, l'heure, ayant tourné, on va pouvoir, démarrer. Donc, merci à ceux qui sont connectés. On va se présenter d'abord. Donc moi, Marie-Christine Moll, donc, pour certains, vous me connaissez peut-être parce qu'on est à la 3e ou 4e conférence, vidéo. Je m'occupe de gestion de risque depuis très longtemps et donc, je vais être l'animateur de cette soirée. Et puis j'ai avec moi le docteur, Olivier Le Sieur qui est, comme cela n'est pas indiqué sur la plaque, médecin réanimateur à l'hôpital de La Rochelle. Il est aussi, chef de pôle sur un service qui comporte de la médecine, d'urgence, AMUS, MUR et réanimation. Donc, docteur Le Sieur, vous avez fait une thèse sur, ce sujet du don d'organes. Vous pouvez nous dire un petit peu les motivations de ce travail et puis c'est de cela qu'on va parler, ce soir? Alors très brièvement, bonjour, merci de votre invitation. Donc on n'est pas là pour parler de moi. Effectivement, je suis praticien hospitalier, en réanimation essentiellement. Je m'occupe de patients, je m'occupe de dons d'organes, je m'occupe d'un service d'urgence également. Et puis, pour répondre à votre question, pourquoi une thèse en sciences humaines? Parce que un petit peu tardivement dans mon cursus, j'ai éprouvé le besoin de combler un vide universitaire, et quitte à le remplir, autant le faire de manière assez complète. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'université où j'avais fait mes débuts il y a quelques années, pour réaliser un cursus complet, master et doctorat. Très bien, donc on va pouvoir commencer ce sujet, donc qui est un sujet, intéressant, qui a subi beaucoup d'évolutions ces derniers temps. Donc c'est un petit peu pour clarifier toutes ces évolutions que nous sommes, réunis ce soir, et donc d'évoquer aussi, différents textes réglementaires qui sont sortis et faire un petit peu le point sur les questions que pose ce don d'organes et ce prélèvement, aussi bien des problèmes de risques techniques, mais aussi des risques qui sont liés, aux questions éthiques, hein. Donc on va essayer de balayer tout cela. Alors si on regarde, quelques chiffres, mais je pense que ceux qui ont vu la bande annonce les ont déjà vus ces chiffres. On sait que les techniques de prélèvement et de transformation d'organes ont bien progressé, ce qui fait que du coup, on greffe beaucoup, on greffe, 6 000 organes, en 2017 en 2016 pardon, presque 1 800 donneurs, décédés qui ont généreusement donné leurs organes pour des patients. Ce sont des patients essentiellement morts, liés à des décès encéphaliques. Moi ça on parlera tout à l'heure des différents types de entre guillemets «de décès» et de dons. Donc il y avait un objectif dans le plan greffe, qui a été, globalement atteint, voire dépassé, on peut le dire. Donc c'est plutôt encourageant et puis, on a aussi, le consentement présumé qui a été rappelé par la loi du 26 janvier 2016. Donc on réabordera tous ces sujets de consentement et de refus. Ça, c'était les bonnes nouvelles, on va dire. Les moins bonnes nouvelles, c'est que finalement, il y a besoin de plus d'organes parce que finalement, l'incidence des maladies chroniques croît avec l'espérance de vie. Donc c'est donc plus de dons de receveurs possibles. En 2016, on avait, presque 23 000 patients qui étaient inscrits sur une liste d'attente de greffe. Donc le chiffre a quand même doublé en 20 ans, ce qui montre une progression importante. Les listes d'attente, pareil, hein, tout ça, les patients attendent, donc plus de 8 000 patients en 2016 et donc voilà, c'est une augmentation. Le taux d'opposition au don d'organes, il est plutôt stable en France, il est aux alentours de 30-35 %. Donc on nous dirait un petit peu si c'est par rapport aux autres pays, par exemple, c'est élevé ou moins élevé, enfin peut-être plus élevé en France qu'ailleurs? Pas plus élevé qu'ailleurs, mais si on se compare à des pays comme l'Espagne, qui est souvent notre modèle, c'est un taux qui est plutôt élevé. Mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans la discussion. Donc, pour illustrer votre propos, la transplantation, la greffe d'organes est une technique, une thérapeutique efficace qui améliore durablement la qualité de vie des patients ceux qui peuvent en bénéficier. Mais comme vous pouvez le concevoir, ces ressources ne sont pas illimitées puisqu'elles proviennent du corps humain, vivant ou décédé. Et même si sur la courbe verte, on voit que la courbe des greffes réalisées chaque année augmente, eh bien, vous voyez que le nombre d'inscrits chaque année déjà excède le nombre de greffes réalisées et vient se surajouter à un nombre de patients toujours inscrits à la fin d'une année calendaire, faute d'avoir reçu un organe et faute d'avoir reçu un organe qui leur aurait permis de poursuivre leur existence. Eh bien, la courbe violette qui est en bas montre que certains patients décèdent. Voilà, et ce qu'on peut tout à fait déplorer aujourd'hui.
Alors, la greffe d'organes sauve la vie et puis augmente la durée de vie. Bon, là, je prends l'exemple, ce sont des courbes qui sont assez anciennes, mais qui sont toujours finalement d'actualité. La greffe d'organes augmente la durée de vie par rapport au traitement alternatif qui est la dialyse chronique. Donc, ce sont des courbes actuarielles de survie. Bon, pour ceux qui connaissent, ce sont des courbes qui montrent le nombre de patients vivant au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et quelle que soit la tranche d'âge, vous voyez que le nombre de patients vivants d'un certain nombre d'années est bien supérieur chez les patients qui bénéficient d'une greffe rénale par rapport aux patients qui bénéficient de la dialyse chronique, qui reste néanmoins une alternative indispensable, parfois en attente de la greffe d'organes. Il y a aussi un autre impact en termes de santé publique, c'est que la dialyse coûte beaucoup plus cher que la greffe. Alors, je donne des chiffres qui sont des médianes ou des moyennes, mais ça n'a aucune importance. La dialyse chronique, les séances de dialyse pluri-hebdomadaires coûtent environ, selon l'endroit où on les réalise, 60 000 € par an, tous les ans donc, alors que la greffe rénale coûte 60 000 € la première année, ce sont des chiffres approximatifs, mais les années suivantes, donc le suivi du greffe rénal, c'est 10 000 € par an. Donc vous voyez qu'en termes de santé publique et de justice distributive, pour utiliser un terme plus éthique, eh bien, il y a un impact qui est assez considérable. Donc on aimerait bien faire un petit peu un point sur finalement quels sont ces donneurs potentiels. Donc si on regarde un petit peu les trois types, on va dire, de donneurs, enfin deux types de donneurs en réalité, qui seraient ceux qui sont les donneurs vivants. Alors c'est pas forcément d'ailleurs la majorité des donneurs, puisque ça reste quand même une marge modérée de la masse complète des donneurs, c'est la partie bleu foncé du camembert. Après, vous avez des donneurs décédés, et là, on a donc deux modes de constat que vous allez nous expliquer, nous commenter. Le donneur décédé par mort encéphalique, à cœur battant, et le donneur décédé après arrêt circulatoire ou à cœur arrêté, qui sont les donneurs, catégorie de donneurs un peu moins connus peut-être au niveau national. Donc, sur les donneurs vivants d'abord, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Juste pour terminer sur cette diapositive, effectivement, la part, il s'agit bien de la part en France d'organes greffés à partir de donneurs vivants, puisque dans les pays d'Europe du Nord, ce taux peut atteindre jusqu'à 40%. Aujourd'hui, en France, 10 à 15% des reins greffés proviennent de donneurs vivants, puisqu'évidemment, on peut donner que des organes qu'on a en double, donc en particulier le rein. L'essentiel des donneurs des greffons provenant de patients décédés de mort encéphalique, c'est-à-dire de lésions cérébrales graves et irréversibles, d'une mort cérébrale. Ce sont les donneurs dits à cœur battant, et plus récemment, on reverra de patients décédés après arrêt circulatoire. Pour le moment, en France, on en est au début de l'expérience. Sur ces donneurs vivants, je pense que vous évoquez les différences de proportion entre la France et d'autres pays. Il y a peut-être un problème aussi culturel ou sociétal par rapport à ça? Alors, il y a déjà on va dire un problème, ce n'est pas un problème, mais disons quelques adaptations et révisions des lois de bioéthique, donc côté législatif, avec un don qui était initialement, il y a quelques années, réservé au cercle familial, c'est-à-dire qu'on pouvait donner entre frères et sœurs, entre parents-enfants, dans les deux sens. Et aujourd'hui, notamment avec la révision 2011 des lois de bioéthique, on a élargi, le législateur a élargi le cercle des donneurs à des binômes, à des pairs pouvant attester d'un lien affectif et stable depuis au moins 2 ans, donc entre le donneur et le receveur de l'organe, donc pas obligatoirement un lien familial. Et puis, d'autre part, à l'instar de nos collègues anglo-saxons, le législateur a autorisé ce qu'on appelle le don croisé entre pairs, donneurs-receveurs non compatibles. Alors, pour vous expliquer, je voudrais donner à mon enfant, nous ne sommes pas compatibles d'un point de vue immunitaire. Vous souhaitez donner à votre conjoint, vous n'êtes pas compatible. Par contre, nous avons des compatibilités croisées, c'est-à-dire que je vais donner mon rein à votre conjoint et vous allez donner votre rein à mon enfant.
bien entendu dans cette situation-là en respectant les règles de l'anonymat entre les paires de donneurs et de receveurs. Et comment est-ce qu'on fait ce genre de don? Parce qu'en fait, il y a un fichier de donneurs, qui accepteraient de donner de leur vivant leurs organes ou ça Alors, quand c'est intrafamilial, on comprend, mais Alors, ça reste en France, le donneur samaritain comme aux États-Unis. En France, ça n'existe pas, c'est-à-dire le don dépourvu de contrepartie. Donc, on donne bien à un être proche, on n'est pas compatible, donc l'être proche va bénéficier d'un don d'un autre binôme donneur-receveur, donc qui finalement, symboliquement, revient à la même chose. Mais finalement, l'augmentation qui a été observée, donc vous voyez sur la courbe en bleu des dons de reins réalisés à partir de donneurs vivants en France, c'est un des objectifs du plan greffe 2012-2016. Mais il n'est pas tellement lié aux modifications de la réglementation et en particulier aux dons croisés. Selon l'Agence de la biomédecine, il serait essentiellement lié à une meilleure information des professionnels, donc soignants, et des patients sur, d'une part, l'efficacité de la greffe rénale, en particulier à partir d'un donneur vivant pour le patient, et son innocuité pour celui, bien entendu, qui va donner son rein. Et puis, l'Agence de la biomédecine a mis la petite courbe en bleu ciel en bas. Ça, c'est très très rare, c'est le don d'un lobe du foie, puisque on peut faire une partition du foie du vivant. Et un parent peut donner une partie de son foie à un enfant, mais vous voyez que là, on reste dans des chiffres qui sont extrêmement bas. donc sur ce donneur vivant, donc il y a aussi maintenant tous les autres donneurs, dans le donneur décédé. Donc le premier cas de figure, finalement, ça va être ce fameux donneur décédé de mort encéphalique à cœur battant. Donc là, sur ce sujet, d'ailleurs, le fait que ce soit possible, déjà, c'est des choses qui sont liées au progrès de la méthode, des méthodes de réanimation, sans lesquelles ces dons ne pourraient pas avoir lieu. Et après se posent différents autres problèmes. Par exemple, pour la progression de ces donneurs, c'est aussi comment progresse finalement le refus au don ou l'acceptation au don finalement. Et puis, il y a aussi un facteur qui est l'évolution des critères de sélection sur ces patients. Alors effectivement, aujourd'hui, quand on parle de don d'organes, on parle beaucoup, y compris dans les médias, de donneurs décédés de mort encéphalique, de mort cérébrale, ce sont des synonymes. Donneurs dits à cœur battant, pour citer l'expression. Alors, la mort encéphalique, elle est indissociablement liée à une spécialité qui est moderne, donc qui est la spécialité que je pratique, qui est la réanimation. La réanimation, c'est une spécialité qui a été créée en Europe puis aux États-Unis dans les années 50 pour répondre en fait à une épidémie qui faisait des ravages à l'époque, qui était l'épidémie de la poliomyélite. Aujourd'hui, fort heureusement, éradiquée par la vaccination, au moins sous nos latitudes. La polio, comme vous le savez, est à l'origine de paralysie respiratoire et en particulier de paralysie musculaire et en particulier de paralysie respiratoire qui nécessitait donc la mise en place de techniques d'assistance respiratoire, parfois de manière très, très prolongée, puisque on connaît encore aujourd'hui des victimes de la polio des années 60 qui sont sous assistance respiratoire aujourd'hui à la maison. Alors évidemment, la réanimation n'a pas disparu avec les épidémies de polio. Il y a d'autres données épidémiologiques importantes à prendre en considération au XXe siècle. C'est d'abord que la scène du décès s'est déplacée du domicile à l'hôpital et de manière assez radicale en France. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens, mais en France, un décès sur 5 aujourd'hui survient dans un service de réanimation ou de médecine intensive et 3 décès sur 4 surviennent dans un établissement de santé. Alors, encore une donnée épidémiologique importante, c'est qu'au début, à la fin du 19e siècle et puis au début du 20e siècle, il faut bien reconnaître qu'on décédait faute de traitements disponibles, puisque on n'avait pas les antibiotiques, on n'avait pas un certain nombre de techniques de suppléance qu'on utilise aujourd'hui en réanimation pour permettre à nos patients de passer un cap.
Et aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est vraiment très différent, c'est-à-dire que les décisions, le décès va survenir suite à une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques qui, et je reprends la terminologie de la loi Leonetti, la loi de 2005, qui autorise le médecin, qui d'abord interdit l'obstination déraisonnable et surtout l'autorise à arrêter des traitements qui s'avèrent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie chez des patients qui sont victimes de maladies graves et incurables et indubitablement destinés à décéder rapidement. Alors, un petit peu de détails sur cette fameuse mort cérébrale. Oui, bien évidemment, les techniques d'assistance respiratoire ne sont pas destinées qu'aux victimes de la poliomyélite, et ce qui explique pourquoi la réanimation a fort heureusement survécu à l'éradication de la poliomyélite. Elle a également permis de maintenir artificiellement en vie des patients qui ont souffert de lésions cérébrales extrêmement graves et irréversibles. Alors, traumatisés crâniens, accident de la route, accident du travail, accident vasculaire cérébral, donc ischémique grave ou hémorragie cérébrale. Et donc un certain nombre de patients qui auparavant décédaient du fait de ces techniques d'assistance respiratoire, eh bien, se trouvaient dans une situation qui va plus tard être qualifiée, on va y revenir, de mort encéphalique. Donc, ces patients souffrant de lésions cérébrales graves et irréversibles, donc dans un coma extrêmement profond, voire avec une destruction complète du cortex cérébral, sont finalement maintenus artificiellement en vie, et surtout leurs organes sont préservés de la nécrose qui accompagne habituellement la mort par arrêt respiratoire et circulatoire, ce qui était le cas avant que ne soient disponibles ces techniques d'assistance. Et dès 1959, deux neurologues français, M. Bollaret et M. Goulon, se sont posé la question de savoir quel était le statut de ces patients-là. Et en 1959, ils ont parlé déjà de ce qu'on appelait à l'époque le coma dépassé, aujourd'hui appelé la mort encéphalique. M. Bollaret et M. Goulon n'étaient pas des gens qui prélevaient les organes, qui étaient impliqués dans le don d'organes, mais leur idée, c'était plutôt d'envisager un arrêt de ces suppléances vitales qui s'avéraient totalement vaines et inutiles. Et en fait, il a fallu attendre 1968 pour qu'en France, par l'intermédiaire d'une circulaire, et aux États-Unis par l'intermède d'un comité scientifique ad hoc, on définit ce que c'était que la mort encéphalique, et on va y revenir un petit peu après, donc la destruction complète du cerveau, pour pouvoir d'une part, chez certains patients, arrêter les techniques de suppléance parce qu'elles sont vaines et qu'elles correspondent à une obstination déraisonnable, autrement appelée acharnement thérapeutique, et puis, d'autre part, de pouvoir prélever les organes de ces patients puisqu'ils sont déclarés décédés et qu'en l'occurrence, leurs organes sont toujours perfusés et reçoivent toujours de l'oxygène et donc sont préservés de la nécrose, encore une fois, qui accompagne habituellement le décès. Comme on l'a déjà évoqué, et comme chacun sait, l'essentiel des greffons en France provient de patients décédés de mort encéphalique. Or, la mort cérébrale actuellement représente moins de 1% des certificats de décès en France, donc ce qui est un chiffre relativement faible, donc une circonstance tout à fait exceptionnelle et qui convient de recenser pour pouvoir envisager un don d'organes à partir de donneurs décédés à cœur battant. Qui plus est, parmi ces rares patients qui sont déclarés en mort encéphalique, seule la moitié environ peuvent prétendre au don d'organes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent présenter tout d'abord un antécédent, une maladie actuelle compromettant la viabilité des organes pour la transplantation et qui mettrait en danger le receveur. Et puis d'autre part, en raison d'un taux d'opposition, donc en principe de par la législation française exprimé par le patient de son vivant ou témoigné par les proches, et on l'a déjà évoqué, un taux d'opposition qui est relativement élevé, mais surtout, ce qui est préoccupant, il est stable.
Et comme vous le disiez, l'augmentation du nombre de greffons est donc essentiellement liée, je vais passer à la diapositive suivante, à un élargissement des critères de sélection des greffons. Donc vous voyez, les chiffres sont assez éloquents. En bleu, vous avez le nombre de patients recensés en mort encéphalique en France chaque année, donc c'est aux alentours de 3000, un peu plus aujourd'hui. En vert, la moitié, donc environ, des patients qui accèdent aux dons d'organes. Pourquoi? Parce que on a donc un certain nombre en bleu et violet de contre-indications liées aux antécédents du patient et à la maladie qui l'a amené à être hospitalisé en réanimation. Et puis en rouge, ce taux de refus aux alentours de 30-35% est toujours stable aujourd'hui en France. Et de sorte que finalement, cette augmentation, on peut que s'en réjouir, du nombre de patients recensés en mort encéphalique et qui peuvent donner leurs organes, procède essentiellement d'un élargissement des critères de sélection des donneurs à des donneurs qui sont plus âgés et à des donneurs qui présentent un certain nombre de morbidités considérées compatibles avec le don d'organes pour la greffe. Donc ça veut dire que donc, finalement la moyenne d'âge du donneur, elle a progressé plutôt élevée en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et je crois que c'est un message assez important, je dirais même intrafamilial, c'est que aujourd'hui, l'âge des donneurs, on est un petit peu surpris. Je ne sais pas pour vous quels sont les âges extrêmes en matière de don d'organes. Alors, je parle évidemment d'organes prélevés, greffés avec reprise de fonction, mais on ne va pas faire de quiz, mais par exemple pour les reins, et j'ai regardé dans la base de l'Agence de la biomédecine, le registre Cristal, eh bien, les donneurs les plus âgés de reins ont 92 ans dans cette base Cristal, sachant que quand je parle de dons d'organes, de prélèvement, il y a après greffe et reprise de fonction. Donc vous voyez qu'on peut parfaitement donner ces reins à un âge qu'on peut considérer comme avancé, sauf qu'aujourd'hui, on a des gens extrêmement âgés qui sont en très bonne santé, d'avoir une hygiène de vie correcte et s'être fait suivre de manière parfaite par leur médecin traitant. Le chiffre est identique pour la greffe de foie, c'est-à-dire que le donneur le plus âgé en France de foie avait 92 ans, avec greffe et reprise de fonction par la suite. Pour le cœur, bien entendu, c'est un petit peu plus bas, mais vous voyez, alors ces chiffres, je suis en train de les réactualiser, ils sont peut-être à la marge un petit peu différents, mais en tout cas, pour le cœur, le donneur le plus âgé, c'est 69 ans, mais on ne voit pas de raison pour laquelle ou lesquels on ne verrait pas cet âge augmenter. Et le poumon, les poumons, à peu près 300 à 400 greffes de poumons chaque année, c'est pas beaucoup par rapport à la liste d'attente et on peut donner ces poumons à un âge, alors là je ne vais pas dire avancé, mais au-delà de 70 ans, ça ne pose pas de difficulté, évidemment ça dépend de l'état respiratoire de notre donneur. Donc l'âge en tout cas n'est pas une contre-indication et on fait une évaluation au cas par cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas soi-même s'auto-censurer par rapport à une éventuelle limite d'âge, et il ne faut pas s'auto-censurer parce qu'on est suivi pour une hypertension, pour un diabète, pour une hypercholestérolémie, une consommation un petit peu excessive ou tout au moins quotidienne d'alcool. Toutes ces pathologies ne sont en tout cas pas des contre-indications. Et je rajouterais même aujourd'hui, et on ne peut que s'en féliciter pour tous les patients, un certain nombre de cancers guéris ne sont pas, sous certaines conditions bien évidemment très strictes, ne sont pas des contre-indications au don d'organes. Et encore une fois, c'est une évaluation au cas par cas, aidée par des experts nationaux mandatés par l'Agence de la biomédecine, qu'on évalue la possibilité pour un patient de donner ses organes pour la greffe. Une petite question sur l'âge des donneurs. Est-ce que du coup, parce que par exemple pour la fonction rénale, on sait qu'avec l'âge, elle évolue, pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. Est-ce que le receveur va être d'âge équivalent ou est-ce qu'on peut greffer chez des gens plus jeunes? Comment ça fonctionne Alors, en fait? effectivement, la réponse est dans la question. On va privilégier pour un receveur âgé, pour un donneur âgé, un receveur plutôt
âgé, parce que le patient en insuffisance rénale, il peut attendre, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une thérapeutique alternative qui est la dialyse chronique, donc dialyse chronique qui est une thérapeutique qui marche très très bien. Donc le receveur de rein, il peut attendre. Mais même un jeune qui attend, c'est quand même très 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 difficile pour lui. Donc à cette question, la réponse pour le rein, oui, on va privilégier donneur âgé, receveur âgé. Pour le foie, c'est pas si évident que ça, parce que on a une technique de substitution de certaines fonctions du foie et pas toutes, et on peut être amené à greffer des patients moins âgés avec le foie de donneur âgé. Ok. Donc, on a peut-être une petite courbe là pour montrer l'évolution Oui, c'est juste une courbe pour la moyenne illustrer d'âge. ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire dans les années 90, et là encore, d'un point de vue de santé publique, on ne peut que s'en féliciter, les personnes qui décédaient de mort encéphalique à 35 ans, 37 ans, bien entendu, étaient des patients victimes d'accidents de la voie publique, victimes d'accidents du travail. On sait qu'on a énormément réduit la morbidité, la mortalité dans ce type de circonstances. Et aujourd'hui, le fait que les donneurs, que les critères aient été élargis et effectivement qu'on s'adresse plutôt à des donneurs un peu plus âgés, on est plus dans la pathologie neurovasculaire, c'est-à-dire des patients victimes d'hémorragie cérébrale, victimes d'accidents vasculaires cérébral ischémiques, victimes d'arrêt cardiaque prolongé qui ont été réanimés, mais malheureusement avec un état de ce qu'on appelle de coma post-anoxique. Ok. Alors, avant de passer à la deuxième partie finalement de cet exposé sur les donneurs qui sont encadrés par les classifications Maastricht, est-ce que vous avez des questions peut-être à nous poser sur cette première partie d'exposé? Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de questions, mais peut-être en avez-vous que vous avez gardé au chaud pour nous. Donc, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure si ça vous vient. Toutes les questions sont bonnes à prendre ou à poser si vous avez des interrogations ou des curiosités sur ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, on va passer donc à cette autre catégorie de donneurs qui sont donc ces prélèvements sur patients décédés sur un arrêt cardiaque inattendu irréversible, un peu plus rapidement parce qu'on ira plus en profondeur sur la Maastricht 3. Alors je ne vais pas beaucoup parler de la classification de Maastricht parce que c'est une classification de chirurgiens hollandais qui décrit les circonstances de prélèvement des organes. Donc je vais plutôt parler des circonstances qui amènent à pouvoir envisager un prélèvement d'organes. Donc là, en l'occurrence, depuis 2005, mais antérieurement dans d'autres pays, dans certains pays, il est possible de prélever les organes de patients décédés d'un arrêt cardiaque survenu de manière inattendue, c'est-à-dire l'effondrement, et malheureusement irréversible en dépit des manœuvres de réanimation entreprises par les secours médicalisés. En dépit de l'irréversibilité de cet arrêt cardiaque par les manœuvres de réanimation, le massage cardiaque, souvent d'ailleurs de manière mécanisée, avec ce qu'on appelle une planche à masser, je ne détaille pas, est poursuivi pendant le transport du patient à l'hôpital. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'un patient jeune, a priori indemne de pathologie, la caricature, c'est l'homme jeune qui fait son marathon, qui s'effondre, et puis peut-être que ce patient-là aurait souhaité, a dit, en tout cas ne s'est pas opposé au don d'organes, donc on va poursuivre le massage cardiaque jusqu'à l'hôpital, et puis à l'hôpital, on va arrêter le massage cardiaque, manuel ou mécanique, et on va observer le patient pour pouvoir déterminer le décès. Le décès, en fait, est confirmé au terme d'une période d'observation de 5 minutes, sans aucun massage cardiaque. 5 minutes sans reprise d'activité circulatoire spontanée permettent d'attester du caractère irréversible, permanent, irréversible de l'arrêt cardiaque et donc de déclarer le décès.
À ce moment-là, on va, et vous allez voir pourquoi c'est compliqué, on va recueillir l'absence d'opposition ou voir le consentement du patient auprès de ses proches, mais encore faut-il, vu la temporalité, qu'on ait pu joindre les proches, parce que les choses vont très 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 vite à partir de l'effondrement du patient. Et puis, s'il n'y a pas d'opposition, on va mettre en place des techniques dites de préservation des organes, préservation in vivo. Donc, vous allez voir que ce n'est pas très très simple non plus, vu la rapidité de la procédure. C'est ce qu'on appelle une circulation normothermique régionale. Le terme n'a pas d'importance, mais il est suffisamment explicatif. Donc, on met en place en fait une circulation extracorporelle par l'intermédiaire de deux canules, une canule artérielle, une canule veineuse, posée en général au pli de laine, donc par un chirurgien vasculaire, et donc on branche ensuite sur une machine de circulation extracorporelle pour pouvoir assurer, le temps que la procédure chirurgicale se mette en place, pour pouvoir assurer une circulation au niveau des organes, dans les organes qu'on envisage de greffer. Mais encore une fois, la procédure est extrêmement contraignante, puisqu'il faut s'imaginer l'effondrement, prise en charge par le SAMU, poursuite du massage cardiaque, constat du décès, vérification de la non-opposition, y compris, et j'ai oublié, sur le registre national du refus dont on reparlera tout à l'heure, pour consultation des proches, et tout ça, on va dire, ça doit s'inscrire dans une vingtaine d'heures après l'effondrement initial. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va très très vite, ce qui d'ailleurs peut expliquer sur ces courbes, donc depuis la mise en route du programme, les premiers prélèvements de ce type ont été réalisés en 2006 en France, puisque le texte a été promulgué en 2005. Et vous voyez que chaque année, le nombre d'organes greffés à partir de ce type de donneur est relativement faible. Pourquoi aussi? Parce que eh bien, il faut des centres qui sont hyper spécialisés, hyper entraînés à ce type de pratique. Et quand je dis centre, ça inclut bien entendu le SAMU et tout ce qui est secours médicalisé extra-hospitalier. Donc en fait, c'est plus un peu anecdotique parce que c'est très contraignant en fait en termes de timing. Et puis je dirais que pour les équipes qui le pratiquent, il ne faut pas dire que c'est anecdotique, parce que d'abord, encore une fois, ce sont des équipes qui sont hyper spécialisées, et puis peut-être aussi que le fait d'avoir débuté cette pratique avant, une pratique dont on va parler un petit peu après, a permis à ces équipes de s'approprier les techniques, notamment de circulation normothermique régionale ou de circulation extracorporelle, pour pouvoir assurer la viabilité des organes qu'on va prélever. Donc le prélèvement d'organes maintenant sur les patients donc décédés sur l'arrêt des suppléances vitales en réanimation, donc le Maastricht 3. Donc c'est là qu'on va avoir peut-être le plus de questions qui vont se poser, à la fois des questions éthiques sur ce sujet, des questions techniques, les problèmes de la loi Leonetti sur l'arrêt des thérapeutiques, la limitation des thérapeutiques, et puis sur les critères finalement d'éligibilité de ces patients. Donc on va passer un petit peu plus de temps sur ce sujet qui est un peu moins connu que les précédents. Alors, je voulais juste répondre à Michel V, que je pense connaître. Effectivement, les images que j'ai utilisées sont un petit peu anciennes, mais cet exposé n'a pas vocation de décrire la technique du Maastricht 3, que Michel V connaît beaucoup mieux que moi, et en particulier les techniques de préservation des organes. C'était uniquement une illustration, Michel V. Donc, pour en revenir au prélèvement d'organes après un arrêt délibéré des suppléances vitales en réanimation, on est dans une configuration qui est totalement différente, c'est-à-dire ici le patient qui est hospitalisé en réanimation, pour lequel une procédure, une délibération a abouti à la conclusion que ce patient était affecté d'une maladie grave, incurable et rapidement mortelle, et pour lequel donc une décision, selon une procédure qui est extrêmement formalisée, de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques est prise. Une fois que cette décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques est prise, elle est expliquée à la famille, donc la décision elle est bien initiale, et puis bien entendu, comme pour n'importe quel patient, on va poser la question de
des volontés du patient. Alors les volontés au sens large, pas seulement pour le don d'organes, mais le don d'organes peut faire partie effectivement de ces interrogations, doit faire partie, je dirais presque aujourd'hui, de ces interrogations. À partir du moment où on a recueilli l'absence d'opposition, voire la volonté du patient, ce qui est encore mieux, de donner ses organes, eh bien, on va arrêter les traitements qui le maintiennent en vie. On va déclarer le décès finalement selon une modalité qui ressemble un petit peu à celle du Maastricht 2, c'est-à-dire on observe un arrêt circulatoire sans reprise d'activité spontanée pendant 5 minutes pour pouvoir déclarer le décès et procéder au prélèvement des organes avec, alors en France, la mise en place des techniques de préservation des organes, soit avant, soit après la détermination du décès. Dans d'autres pays, je ne sais pas si on en reparlera après, mais on pratique les prélèvements sans mettre en place ces techniques de préservation des organes. Il s'avérerait que les bons résultats qu'on va observer en France sont très probablement au moins en partie liés à ces techniques de préservation des organes. Là aussi, on a une contrainte temporelle. Alors, j'ai mis 180 minutes. 180 minutes, c'est déjà beaucoup. Il faut que le patient, à l'arrêt des suppléances vitales pour pouvoir donner ses organes, décède dans un délai compatible avec la viabilité des organes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, alors je n'ai pas d'autres termes, c'est pas un joli mot, mais la période agonique, la période qui sépare l'arrêt des suppléances vitales de la détermination du décès, bien sûr, elle ne doit pas compromettre la qualité des organes pour la greffe, donc elle doit être d'une durée de quelques minutes. 180 minutes, c'est déjà beaucoup. Idéalement, 30 minutes, c'est mieux. Enfin, je dirais plus cette période est brève et mieux c'est pour la qualité des organes. Donc, quelques chiffres sur cette progression des proportions de dons. Le programme, on a rédigé le protocole en 2013. Il a débuté dans les faits fin 2014, donc ce sont des chiffres inauguraux. Alors, ce qui est intéressant plus que la quantité, c'est un petit peu la qualité. Donc ça, c'est des données de l'Agence de la biomédecine. En France, on a choisi de sélectionner les donneurs de manière extrêmement stricte. Nos amis belges sont un petit peu moins stricts, notamment sur l'âge. Nous, on a décidé d'être très strict, de mettre en place cette circulation normothermique régionale. Et il semble, je n'ai pas les chiffres ici, mais que les résultats soient très encourageants. Alors, ce qui est effectivement encourageant, enfin, c'est que le nombre de patients aujourd'hui qui décèdent en réanimation après une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique augmente. C'est une donnée épidémiologique dont on avait déjà parlé, 50 à 90%. Eh bien, c'est pas illicite de poser la question à ces patients-là du don d'organes. Alors, nos amis britanniques, eux, ont mis en place un protocole dans sa forme actuelle depuis la fin des années 90. Et vous voyez que très progressivement, le nombre de donneurs prélevés dans cette circonstance, donc après arrêt circulatoire, et notamment après un arrêt délibéré des techniques de suppléance vitale en réanimation, atteint aujourd'hui quasiment 40% du total des donneurs décédés, toutes circonstances confondues. Donc on imagine que toutes les structures ne sont pas habilitées à pratiquer ce type de prélèvement? Alors, bien entendu, pour être habilité, il faut respecter un protocole qui est extrêmement contraignant, disposer d'équipes entraînées, disposer de matériel. À l'hôpital de La Rochelle, on ne pratique pas ce type de prélèvement, mais autour, on le pratique à Nantes, on le pratique à La Roche-sur-Yon, on le pratique à Paris dans plusieurs équipes. Donc, pourquoi c'est compliqué? Parce que ça sont des cours britanniques qui sont assez intéressantes. Vous voyez en vert les donneurs décédés de mort encéphalique et vous voyez qu'une procédure débutée en mort encéphalique va à son terme et qu'en vert foncé, très très rarement, la procédure n'aboutit pas. Ce n'est pas la même chose pour le donneur décédé après un arrêt des suppléances vitales parce qu'il y a des événements qui sont immaîtrisables.
Tout d'abord, le délai de survenue du décès après l'arrêt du suppléance vitale, on l'a vu, qui peut dépasser un seuil incompatible avec la greffe des organes. Et puis d'autre part, la conséquence de cette période agonique sur la viabilité des organes. Donc ça, c'est une courbe actuarielle qui montre par rapport, c'est des données de nos amis britanniques, qui montre par rapport aux patients éligibles que déjà relativement peu passent la barrière des contre-indications et puis que finalement le nombre de procédures abouties est relativement faible. Donc il faut d'une part bien préciser à la fois à la famille, aux proches et aux équipes soignantes qu'une procédure débutée peut ne pas aboutir d'une part, et que d'autre part, il est vraiment nécessaire de disposer de critères prédictifs de cette durée de décès. Pour être très simple, ne sont concernés que des patients qui sont sous assistance respiratoire et circulatoire par médicaments vasopresseurs et qui sont totalement dépendants de ces assistances, de ces dispositifs de suppléance, et dont on sait qu'à l'arrêt de ces dispositifs, eh bien, ces patients vont s'arrêter rapidement, leur cœur va s'arrêter rapidement de battre. Donc on va nous rappeler un petit peu les termes de cette fameuse loi Leonetti sur les conditions. Alors la loi Leonetti, c'est une loi qui interdit, qui autorise et qui prescrit, pour être très, très schématique. D'abord, elle interdit l'obstination déraisonnable, autrement appelée acharnement thérapeutique, j'insiste pas. Elle autorise des pratiques qui existaient auparavant, mais qui n'avaient pas d'encadrement formel. On est ici en 2005. Elle autorise un arrêt de traitement selon une procédure très formalité avec la collégialité, la transparence, le consultant extérieur. Donc l'arrêt de thérapeutique inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien de la vie. Donc ces traitements peuvent ne pas être entrepris ou être suspendus. Et puis comme si le législateur avait voulu rappeler les termes de la loi de 99, les soins continuent de manière active, mais avec un schéma thérapeutique plutôt orienté vers les soins de confort et d'accompagnement, autrement appelés soins palliatifs. Alors la loi Leonetti, elle n'aborde pas du tout le don d'organes, mais en tout cas, elle ne l'interdit pas. Donc, il y a beaucoup de questions se posent vis-à-vis de tout ce qu'on vient d'évoquer. On a surtout en tête l'idée qu'après tout, notamment sur ces derniers types de donneurs, ce qui est important, c'est finalement de préserver l'intérêt du donneur et du receveur, et que là, il peut y avoir peut-être un conflit d'intérêts, peut-être. Et c'est un petit peu ça qu'on voudrait que vous nous exposiez, ces différents points de vue sur ce thème qui est quand même central sur le problème du don et du donneur et du receveur. Alors dans cette dernière partie, on va abandonner un petit peu la technique, qui n'est peut-être pas d'ailleurs ce qui m'est le plus familier dans le domaine du prélèvement d'organes, pour aborder quelques points qui me semblent importants. Il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de débats, notamment éthiques, avant l'établissement du programme français de don d'organes après un arrêt délibéré des suppléances vitales. Donc, tout d'abord, par rapport aux pays anglo-saxons, le mode de consentement et le respect de l'autonomie, le mode de recueil du consentement, pour donner ses organes dans les pays anglo-saxons, il faut avoir dit qu'on veut donner ses organes, ce qu'on appelle le consentement explicite ou opt-in. En France, c'est un choix. On est plutôt sur la présomption de consentement pour le donneur décédé. Par contre, le consentement reste explicite pour le donneur vivant. Donc, je dirais, on est dans un régime de refus explicite ou opt-out par opposition au opt-in des anglo-saxons. Alors, la difficulté avec moi, j'en verrai une en tout cas par rapport au Maastricht 3, c'est qu'au moment où on envisage le don d'organes, le patient est vivant. Évidemment, quand on prélève ses organes, il est décédé. Donc, je dirais qu'on est quand même assez soulagé, et c'est souvent le cas, quand c'est le patient qui a exprimé de manière explicite qu'il veut donner ses organes, parce que faire prévaloir le consentement présumé dans telles circonstances, ça semble quand même un peu difficile. Première réflexion. D'autre part, les conditions d'arrêt des suppléances, et je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de papiers là-dessus, d'un article récent qui est sorti aussi, un article français, sur les conditions d'arrêt des suppléances vitales. Certaines équipes privilégient un arrêt rapide des suppléances vitales, d'autres un arrêt progressif. C'est
même au sein d'une même équipe, on peut avoir des différences de pratiques. Je pense que les pratiques, il faut qu'elles soient adaptées à la famille, aux proches, aux patients. Chacun a sa temporalité. Donc, je dirais, aucune des deux techniques ne prévaut sur l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est compatible avec le prélèvement d'organes après arrêt des suppléances. Et c'est celle qui consiste à arrêter tout en même temps, pour que la durée de la période agonique soit compatible avec le prélèvement d'organes de bonne qualité. Là où j'ai un petit peu plus travaillé, c'est surtout sur ce qui pourrait être ressenti comme un conflit de valeurs entre la nécessité de prodiguer les meilleurs soins aux mourants et celle de prélever ces organes, notamment avec la mise en place de techniques de préservation des organes qui finalement pourraient contraster avec les conditions habituelles de l'accompagnement du patient en fin de vie ou pas. Et puis, on va en parler brièvement, le statut vital du donneur et la règle du donneur décédé dans cette circonstance. Donc la règle du donneur décédé, elle dit que le prélèvement d'organes ne doit pas être responsable du décès. Donc le patient doit être décédé au moment où on prélève ses organes. Alors en Occident, on peut s'accorder sur le fait que la mort, c'est la mort du cerveau, mais il existe quand même des définitions un peu différentes selon le pays dans lequel on se trouve. Très rapidement, en Angleterre, pour être décédé de mort encéphalique, c'est le tronc cérébral qui doit être détruit, c'est-à-dire le centre de la vie végétative. Aux États-Unis et en France, il faut attester de la mort du tronc cérébral et du cortex cérébral pour certifier le décès du patient, le cortex étant le siège de la vie relationnelle, pour être très très schématique. Donc deux définitions différentes. Pour ce qui est de la mort par arrêt circulatoire, je vous ai parlé d'une période d'observation tout à l'heure. Et là, cette période d'observation qui permet de caractériser l'irréversibilité 2 minutes aux États-Unis, 5 minutes en France, 10 minutes à Maastricht et 20 minutes en Italie. Donc vous comprenez bien que aujourd'hui, le fait de pouvoir être déclaré décédé dans une région du monde et pas dans l'autre, toutes choses étant égales par ailleurs, est de nature à rendre les choses un peu confuses, ce d'autant qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, qui est loin d'être globalisante, coexiste un certain nombre au sein du même espace culturel, un certain nombre de sensibilités différentes, et c'est un phénomène qui est accéléré justement par l'accessibilité hyper facile et la diffusion de l'information. Bon, très rapidement, il y a des adaptations un petit peu de cette règle du donneur décédé, puisque nos amis hollandais et belges prélèvent les organes de patients décédés après euthanasie, puisque ce sont des pays qui ont légiféré sur l'euthanasie, avec des règles bien entendu extrêmement strictes, mais le patient peut avoir souhaité donner ses organes, et en l'occurrence, après une euthanasie, le patient décède opportunément dans un délai qui est compatible avec ce don d'organes. Après, on rentre dans les concepts, et je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais un certain nombre de courants de pensée, ou un courant de pensée, considère qu'on pourrait déclarer ce qu'on appelle la mort néocorticale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus de vie relationnelle et que son cortex est détruit, l'état végétatif, eh bien, on peut déclarer le patient décédé et pourquoi pas lui prélever ses organes, voire même avant l'arrêt des suppléances vitales, puisque la binéphrectomie n'étant létale qu'au bout de quelques jours, mais finalement, vous prélevez les reins de votre patient qui est en état végétatif. On est dans le concept total. Vous arrêtez les suppléances vitales. Le patient ne décède pas de la binéphrectomie, mais bien de l'arrêt des suppléances vitales. Par conséquent, la règle du donneur décédé, dans ce cas, est respectée. Alors, la règle du donneur décédé, aujourd'hui, elle est sacro-sainte, mais il y a quand même des éthiciens et des philosophes, je pense à Robert Truog à Harvard ou à David Rodriguez Arias à Madrid, qui disent qu'on pourrait, pourquoi pas, et encore une fois un autre concept, abandonner cette règle du donneur décédé au profit de critères qui seraient beaucoup plus vérifiables, c'est-à-dire l'existence de lésions cérébrales graves et irréversibles, le fait que le patient ait explicitement souhaité donner ses organes. La société accepte ce type de pratique et enfin, eh bien, on pratique une anesthésie chez ce patient parce que la perception douloureuse résiduelle ne peut pas être totalement exclue. Mais encore une fois, on est vraiment dans le concept et la discussion. Mais la discussion et les arguments contradictoires, c'est ce qui a permis de faire avancer et d'établir le protocole français Maastricht 3.
Alors, quelques critères d'éligibilité aux dons d'organes pour ces arrêts des suppléances vitales. Alors, bon, l'expérience britannique et puis la nôtre aussi, puisqu'en fait on avait fait une étude d'éligibilité avant la mise en place du programme Maastricht 3. Il s'avère que les patients qui vont être prélevés après un arrêt délibéré des suppléances vitales vont être essentiellement des patients cérébro-lésés, hémorragie cérébrale, accident vasculaire, ischémique, coma prolongé après un arrêt cardiaque également prolongé. Alors, ça ne paraît pas illogique puisque ce sont des patients qui présentent des lésions essentiellement neurologiques, mais dont les organes transplantables sont indemnes et en tout cas ne présentent pas de contre-indication à la greffe. Une autre observation qu'on avait fait dans notre étude, mais qui était préalable, encore une fois, à l'établissement du protocole français, c'est que ces patients font plus souvent l'objet d'arrêts de techniques de suppléance vitale par rapport à des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale ou hépatique, lesquels font l'objet de mesures plutôt de limitation ou de non-escalade, selon la terminologie qu'on utilise. Une hypothèse qui peut se vérifier, c'est qu'il existe des critères pronostiques peut-être plus fiables dans la pathologie neurovasculaire comparée à d'autres maladies chroniques. Une insuffisance respiratoire chronique, pour parler de maladies qu'on rencontre très souvent, c'est très très difficile de savoir si c'est sa dernière décompensation, parce que finalement, quand on l'a vu plusieurs fois dans l'année, eh bien, il s'en est remis, donc on ne peut pas déterminer qu'il s'agit de sa dernière décompensation. Par contre, ce qui est clair, c'est que tous les critères, y compris dans la pathologie neurovasculaire, n'atteignent pas une spécificité à 100%, c'est-à-dire qu'il y a toujours des faux positifs. Et il faut se méfier de quelque chose qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Alors, Robert Merton, qui est sociologue, l'a défini comme une perception fausse qui entraîne un comportement dont les conséquences vont confirmer la croyance initiale. Je vous le traduis en réanimateur. Je pronostique le décès du patient, j'arrête les dispositifs qui le maintiennent en vie, il décède, donc mon pronostic était le bon. C'est tout à fait caricatural, mais on sait que dans la pathologie, notamment les hémorragies cérébrales, la prophétie autoréalisatrice peut être un critère indépendant de mortalité chez ces patients. Alors, la particularité des patients neurolésés, cérébro-lésés, c'est qu'ils sont en situation d'incapacité au moment où les décisions se prennent pour eux. Donc on a un petit peu réfléchi à cet aspect des choses. Tout d'abord, le patient a pu exprimer lui-même ses volontés par rapport à sa fin de vie, par rapport aux dons d'organes. Malheureusement, en France, les directives anticipées, la personne de confiance sont des dispositifs mis à disposition des citoyens, mais très très peu utilisés, et notamment dans l'étude qu'on avait faite, puisqu'on atteignait un taux de 2% à peu près de patients bénéficiant d'une procédure de limitation d'arrêt des thérapeutiques qui avaient utilisé ce type de dispositif. Alors évidemment, on s'adresse dans ce cas-là aux proches, dont la place est indiscutable. Les proches, ils sont là, ils font partie de la vie du patient, mais ils peuvent parfois confondre un petit peu leur ressenti avec celui du patient. Les soignants doivent absolument pas être exclus du processus décisionnel, et en général, quand on interroge les patients sur leur fin de vie en cas de situation d'incapacité, qu'est-ce que vous souhaiteriez? J'aimerais bien que ce soit mes proches et puis les docteurs, les soignants qui s'occupent de moi, qui prennent un petit peu les décisions si moi je ne suis pas capable de le faire. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle, c'est un terme qui nous vient d'Emmanuel Kant, l'intersubjectivité, c'est-à-dire que dans un espèce de colloque pluriel autour de l'identité narrative du patient, on peut établir ce qu'aurait été son choix et l'établir ensemble. Ça me paraît quelque chose de très important. Alors, on va passer rapidement sur ce que dit Léo, parce qu'on a quand même pas mal parlé depuis le début de cet exposé. En 2 mots, oui, alors je dirais que la loi, on va pas épiloguer. Disons que la loi de santé de 2016 a renforcé le principe du consentement présumé et a réaffirmé la possibilité du refus explicite pour chaque citoyen qui peut donc principalement s'inscrire sur le registre national du refus. Ça a été le cas. Cette loi, elle a informé, elle a largement été relayée. Et puis, on a aussi la possibilité si on ne veut pas s'inscrire sur le registre national du refus, mais pour autant, si on est opposé au don d'organes, de l'exprimer par écrit, de confier cette lettre à son médecin traitant, à quelqu'un de sa famille, ou de l'exprimer même oralement à un proche autour de soi qui devra témoigner à ce moment-là de cette opposition
j'en dirai pas plus par rapport à cette loi. Donc on va conclure en 2 slides donc, sur ce sujet qui vous laisse Alors, la conclusion. je dirais que ce qui m'avait un petit peu préoccupé pendant ce cursus en sciences humaines, c'était finalement est-ce que l'accompagnement du patient en fin de vie, tel que pratiqué en réanimation en France, au moment de l'introduction du programme Maastricht 3, était compatible avec ce type de prélèvement, avec toujours 2 réponses possibles. Tout d'abord, la réponse un peu anglo-saxonne, oui, la demande d'organes s'inscrit naturellement dans l'accompagnement du patient mourant. Et puis, l'autre, forcément, l'antithèse, non, une profonde modification de nos procédures de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques sera nécessaire pour prélever les organes du patient. Et puis, un petit peu autrement exprimé, est-ce qu'il y aurait finalement un conflit de valeurs ou un conflit d'intérêts entre d'une part les patients en attente d'une greffe et d'autre part le patient hospitalisé en fin de vie, vis-à-vis desquels le soignant se trouve en position arbitrale et a une égale responsabilité. Voilà, c'est une manière de poser la question et quelques éléments de réponse personnelle et suite à mon travail, si vous le souhaitez. Alors, on a quand même l'impression au niveau national qu'il y a quand même des progrès à faire sur l'information à la fois des patients et puis de la population en général sur ces sujets de la greffe et du don, et puis aussi des soignants, notamment sur comment informer le patient, comment travailler sur les directives anticipées, comment poser les bonnes questions aux patients au bon moment, parce que ça pose aussi ce type de soucis, et puis probablement aussi de former aussi les praticiens à ces entretiens finalement avec les patients ou les proches, et tout ce qui c'est finalement ces compétences non techniques qu'on n'apprend pas à l'université finalement. Alors c'est toute la complexité des directives anticipées finalement, c'est que c'est sûrement pas en réanimation qu'on se pose des questions existentielles, parce que l'autonomie en réanimation, ça n'existe pas. Quoi de plus hétéronome qu'un patient hospitalisé en réanimation? On est au compte de la vulnérabilité, donc c'est sûrement pas à ce moment-là que la question doit se poser. Idéalement, eh bien avant, pourquoi pas, et je pense que c'est la piste la plus intéressante avec le médecin traitant, mais quand je dis complexité, c'est se projeter, établir des directives anticipées, décontextualisées, c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire comment s'imaginer malade, comment s'imaginer dépendant, c'est beaucoup plus complexe que tout simplement de dire qu'il faut établir des directives anticipées, parce que je peux dire que moi-même, j'ai une directive anticipée qui serait je souhaite donner mes organes. Pour le reste, je ne serais pas aussi formel. Ok. Bien, bon, on vous remercie, Dr Lessieur, et puis tous ceux qui ont participé. Donc, je vous rappelle que cette conférence peut être revue en différé, et donc n'hésitez pas à la revoir ou à convier d'autres personnes à la regarder. Et puis, on vous dit à la prochaine conférence qui se déroulera sur les problèmes de la médiation. Bien, merci à tous et bonne soirée. Bonsoir.